aujourd'hui à Bromma en Aveyron. Et je voudrais vous faire part de tout le respect que mes amis ici rassemblés apportent bien sûr à votre fonction. En juin 1933, Albert Lebrun, président de la République, s'était rendu à quelques kilomètres d'ici pour inaugurer le barrage de Saran sur la Truyère, que vous venez de découvrir. Le 27 juin dernier, Monsieur le Président, vous assistiez au G20 à Toronto. 4 jours plus tard, vous êtes à Bromma, petite commune de la France profonde, d'un peu moins de 800 habitants. Le décalage est immense et révélateur de votre volonté de vous soucier tout à la fois des problématiques mondiales et de celles très locales de vos concitoyens. C'est un symbole très fort et nous sommes d'autant plus honorés de votre visite. L'équilibre entre les territoires ruraux et urbains a été bouleversé au fil du temps. La population citadine a augmenté de manière quasi exponentielle, alors que les territoires ruraux se sont dépeuplés. Aujourd'hui, plus que jamais, l'interdépendance entre les villes et la campagne est forte. L'agriculture nourrit la population et entretient les territoires. Elle préserve les ressources naturelles et maintient le lien avec le vivant, dont les citadins sont de plus en plus éloignés. L'Aveyron est ancré dans le développement durable. Ce territoire est porteur de valeurs et de sens. Les paysages du Carladès, comme ceux de l'Aubrac, d'Écosse et ceux du Massif central, sont façonnés par la nature et le travail des hommes. Ils restent inchangés depuis des siècles. L'élevage caractérise cette région. C'est le moyen essentiel que nous laisse la nature pour tirer un revenu de notre métier de paysan et permettre à ces territoires de vivre. Ce métier d'éleveur est le reflet de la ténacité, de la constance et de la persévérance des hommes et des femmes qui le perpétuent. Pour autant, Monsieur le Président, cette agriculture s'inscrit résolument dans la modernité. Pour exemple, plus d'un agriculteur sur 2 utilise aujourd'hui Internet. Dans le cadre de son travail, cette agriculture se veut à l'écoute des nouvelles attentes de la société, tout en préservant sa vocation première, à savoir produire et nourrir les hommes en maintenant le maximum d'hommes et de femmes en activité dans ces zones de montagne. Nous fondons beaucoup d'espoir, Monsieur le Président, sur le contenu de la loi de modernisation de l'agriculture portée par votre ministre, Monsieur Bruno Le Maire. Nous attendons de cette loi qu'elle nous permette de sécuriser notre métier dans ses fonctions économiques, territoriales et environnementales. Vous êtes ici, Monsieur le Président, sur un territoire d'entrepreneurs, qu'ils soient agriculteurs, artisans ou commerçants. La Chambre d'agriculture de l'Aveyron, avec les organisations professionnelles agricoles qui l'entourent, et l'ensemble des chambres consulaires, commerce et métiers, sont soucieuses de préserver l'équilibre de ce territoire, pour que demain, tous les acteurs économiques puissent continuer d'y exercer leur activité. Monsieur le Président, la montagne souffre de ses contraintes. Son climat, son enclavement, vous avez pu le constater, et son éloignement des grands centres urbains. Ce sont autant de handicaps qui diminuent son attractivité et pénalisent les acteurs économiques qui la font vivre. La solidarité nationale doit s'exprimer pour donner ici des chances équitables d'exercice de nos activités. Cette solidarité doit se manifester également pour aboutir à l'irrigation totale de notre département et à son désenclavement, favorisant ainsi l'expression de son plein potentiel. Monsieur le Président et Monsieur le ministre Hortefeux le sait bien, le Massif central a l'ambition de devenir un territoire d'accueil. Nous pouvons apporter des réponses face aux interrogations et aux difficultés de la société. Notre ambition est d'y contribuer. Monsieur le Président, ces territoires comptent sur vous. Je vous remercie. Alors, puisque nous avons convenu d'une règle du jeu avec vous, Monsieur le Président, je vais vous indiquer à tout le monde que nous avons prévu 3 thèmes
d'intervention. Le premier, bien sûr, et c'est un des objets essentiels de votre visite, c'est l'installation. Le deuxième, c'est l'élevage et l'agriculture de montagne. Et le troisième, c'est toute la problématique liée à l'organisation économique des agriculteurs. Donc trois séquences. La première sera présentée par Bruno Montoursi, le président des jeunes que vous avez rencontré à Paris. Et c'est un peu grâce à lui, je pense, que vous êtes aussi ici. Et puis, en complément, Jean-Michel Schaeffer, le président des jeunes agriculteurs au plan national, que nous sommes heureux d'accueillir. Deuxième séquence, l'élevage de la montagne, ce sera fait par Dominique Fayel, le président de la FDSEA, et en complément, Dominique Barrault, secrétaire général de la FNSEA. Et puis enfin, l'organisation économique et la valorisation de nos produits sera fait par le président de notre fédération des coopératives, Bernard Casal, assisté d'André Valadier, le fondateur de la coopérative Jeunes Montagne. Vous avez pu boire le fromage de la Yole tout à l'heure. Voilà, alors si vous êtes d'accord, Monsieur le Président, moi j'ai un timing à respecter. Je vais vous aider, et donc la parole à Bruno Montoursi. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, les jeunes agriculteurs de l'Aveyron sont extrêmement ravis de vous accueillir aujourd'hui. Ravis, mais aussi avec un certain nombre d'interrogations quant à l'avenir de notre installation. Merci d'avoir choisi l'Aveyron pour parler agriculture, mais aussi pour parler installation. Un département, je vais essayer de vous le démontrer, qui travaille depuis 10 générations sur le dossier d'installation. Mais aujourd'hui, tout n'est pas gagné. Et on aura encore besoin de travailler ensemble pour pouvoir y arriver. Un département qui travaille sur l'installation depuis longtemps. Un département qui a fait le choix des femmes, mais aussi des hommes, pour s'installer. Je parle des femmes parce qu'aujourd'hui, une installation sur 8, c'est une femme qui s'installe, même en zone d'élevage. Aujourd'hui, donc depuis à peu près 10 ans, nous avons 160 installations aidées dans le département de l'Aveyron. Ce chiffre qui est pratiquement le record, je dirais, au niveau national, en moyenne depuis 10 ans, il se cache quand même derrière une certaine réalité. Aujourd'hui, pour une installation aidée, nous avons quand même 2 cessations d'activité. Donc le travail, il est correct, mais pour moi, il n'est pas encore exemplaire. On doit aller beaucoup plus loin. Je vais essayer de vous faire quelques propositions pour y arriver. L'objectif donc de ce département, c'est d'avoir des actifs sur l'ensemble du territoire, ça a été dit, pour conserver et de la valeur ajoutée et de la dynamique sur notre territoire un peu difficile. Je vais donc pour y arriver à cette installation, je vais vous faire part de 3 points. Le premier qui est la formation agricole, le deuxième l'accompagnement à l'installation et le troisième la politique générale d'installation. Sur la formation agricole, c'est la base de la réussite d'installation viable et vivable pour les générations futures. Pour que cette formation soit efficace, et aujourd'hui je peux vous assurer qu'elle est efficace, puisque depuis après un certain nombre d'années où elle diminuait en termes d'effectifs, depuis 3 ans, on augmente les effectifs dans l'ensemble des lycées du département de l'Aveyron. Nous avons 8 lycées agricoles sur l'ensemble du département qui traitent l'ensemble des filières. Alors on pourrait dire 8 lycées, ça fait beaucoup pour un département comme l'Aveyron. Le souci, c'est qu'on a une agriculture tellement diversifiée qu'il nous faut tellement de filières qu'on est obligé d'en avoir 8. Donc aujourd'hui, quand on voit la réussite aux examens, plus de 83% de réussite, tout examen confondu au niveau de la formation agricole, c'est quelque chose de primordial. Cette formation, elle s'adapte aux évolutions de l'agriculture. Elle s'adapte aux évolutions de l'agriculture parce qu'elle évolue conjointement avec l'organisation professionnelle agricole. Ce qu'on souhaite pour cette formation, c'est qu'elle reste dans le ministère de l'Agriculture pour continuer à évoluer au même rythme que l'agriculture elle-même. Le paradoxe qu'on pourrait avoir aujourd'hui par rapport à cette formation agricole, c'est que dans un même temps, nous avons les effectifs qui augmentent, des bonnes réussites aux examens. Par contre, aujourd'hui, il nous manque des moyens humains pour pouvoir effectuer toutes ces heures de formation. Et le paradoxe total, c'est que les profs qui nous manquent dans ces formations agricoles, ce sont les profs qui donnent de la formation agricole. La générale, il en faut, formation générale, les profs y sont, mais de grâce qu'on ait des formateurs en matière agricole. C'est la base de la réussite de notre formation agricole. Deuxième point sur l'accompagnement à l'installation. Alors l'accompagnement, c'est quelque chose qui m'est cher, puisque donc depuis maintenant plus de 3 ans, 4 ans, je travaille sur ce dossier-là. Le ministère, suite à un rapport national des jeunes agriculteurs, a souhaité mettre en place
une expérimentation sur un nouvel accompagnement à l'installation. L'Aveyron a été département pilote, avec 4 autres collègues au niveau national. Et alors là, on aurait pu dire, on est les meilleurs, on reste comme on est, et on continue. Tout le monde n'a qu'à faire comme nous. Eh bien non. Les jeunes agriculteurs, c'est pas ça, c'est pas ces valeurs-là. C'est des valeurs d'évolution, de modernité. Et donc, on a essayé, on est reparti de zéro, on a dit comment on voit l'avenir de l'agriculture. Et à partir de cette vision-là, on a essayé de construire quelque chose de cohérent et quelque chose d'évolutif. Parce qu'on le sait tous autour de cette table, l'agriculture, elle évolue et elle évolue rapidement. D'ailleurs, des fois, certaines nous la font évoluer plus vite que ce qu'on voudrait. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et donc, on a essayé de faire que ce dossier-là, eh bien, il puisse évoluer. Et on a placé le candidat à l'installation au cœur du dispositif. C'est lui qui pilote son installation. Ce ne sont pas des structures. Les structures sont là pour l'accompagner. La profession est là pour l'accompagner, pour faire évoluer. Mais c'est bien lui qui pilote son installation, comme demain il pilotera son exploitation. Donc aujourd'hui, dans le département de l'Aveyron, il y a à peu près 400 personnes qui sont passées par cet accompagnement. On leur fait remplir une fiche derrière, qui pour nous ne pas demander grand-chose, mais de voir un petit peu leur ressenti par rapport à cet accompagnement. Pourquoi? Pour pouvoir le faire évoluer et le réadapter au fur et à mesure. Et dans ce département, on a évolué, notamment en termes de la formation. La formation et l'accompagnement, aujourd'hui, on permet aux jeunes qui veulent s'installer de pouvoir la faire à distance via Internet. Ça veut dire qu'on peut se former tout en faisant autre chose. Et il y a des séquences de regroupement, il y a des séquences collectives. Et on a conservé le cœur du dispositif en séquence collective. Parce que quand on est installé agriculteur, on est installé certes sur un territoire, mais on est installé collectivement. Tous les produits que vous avez pu voir dehors, ils ont été créés à un moment donné parce que des hommes ont su se rassembler et ont su mettre en place une philosophie, un produit et une valeur. Donc on essaye de maintenir ça dans le cœur du dispositif. Un petit mot quand même sur l'accompagnement, parce que souvent, même de la part des jeunes agriculteurs, on entend qu'il est un peu long, il est un peu compliqué. Je rappelle autour de cette table qu'il faut prendre le temps de s'installer. On s'installe pour une carrière. Les chiffres en attestent. Dans l'Aveyron, quand les gens ils ont passé par l'accompagnement à l'installation, 96% d'entre eux sont toujours agriculteurs au bout de 10 ans. Les gens qui ne passent pas par ce dispositif, il y en a 50% qui sont agriculteurs au bout de 5 ans. Le dispositif, il n'est pas là pour embêter les gens. Il est là pour les accompagner, pour les professionnaliser. Et demain, ce qu'on a besoin, c'est d'agriculteurs qui aient envie de faire ce métier, qui soient contents de ce métier-là, mais surtout une agriculture qui soit viable et vivable. Dernier point sur la politique à l'installation. Et là, je dirais que cette politique à l'installation, il y a des moments où j'ai du mal à la comprendre. D'un côté, elle nous amène beaucoup de réponses. De l'autre côté, elle nous amène beaucoup d'interrogations. Et aujourd'hui, la question essentielle pour savoir où c'est qu'on peut aller, nous les jeunes agriculteurs, c'est de savoir si demain en France, on veut 500 000 paysans ou si on en veut 200 000. Parce que derrière, on n'aura pas la même politique à l'installation. Donc aujourd'hui, c'est un véritable choix qui s'impose, c'est une véritable question, c'est l'essentiel de tout notre combat. Dans l'Aveyron, vous l'avez compris, on est plus sur 500 000 que sur 200. Donc aujourd'hui, l'installation, une priorité, le renouvellement de génération, une priorité. Certes, tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui par d'autres politiques va à l'encontre de cette politique d'installation. Je parle notamment des DPU. Nous sommes dans un département aujourd'hui où, c'est vrai, de par le rééquilibrage des aides, un département d'élevage, de l'argent est revenu sur nos exploitations. Mais dans le même temps, tous les jeunes qui se sont installés depuis le 16 mai 2008 jusqu'au 15 mai 2010 vont perdre entre 3 et 4 000 euros, et ce, jusqu'en 2014. Donc un projet qui a été bâti sur un niveau qui était connu et qui devait perdurer jusqu'en 2013, et bien aujourd'hui il est mis à mal. Donc aujourd'hui, je peux vous le dire, dans l'Aveyron, les jeunes agriculteurs, eh bien, on a du souci. On a du souci et c'est pas facile tous les jours. Un autre point qui est essentiel, vous l'aurez compris tout ce matin, c'est le foncier. Et notamment l'accès au foncier. Vaste problème. Dans un département où les salaires agricoles sont les plus bas de France, pratiquement, en moyenne 10 000 euros par actif, et où le foncier, paradoxalement, est pratiquement dans les plus élevés. Aujourd'hui, l'accès au foncier, c'est primordial, parce qu'en zone d'élevage, si on n'a pas de foncier, on ne peut plus produire. Et le schéma des structures,
la politique des structures qui est mise en place, et ben aujourd'hui, elle favorise pas forcément les jeunes. Où on avait des outils, notamment, je pense à la SAFER, qui nous permet toujours d'orienter un certain nombre de fonciers. Ben aujourd'hui, je dirais une majorité des dossiers peuvent passer à côté de cette procédure. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus donner d'avis sur l'orientation du foncier, même dans l'agriculture. Ça, je pense que c'est un peu dommage. Ensuite, vous parlez quand même d'installation en zone de montagne, parce que en zone de montagne, l'installation coûte certainement beaucoup plus cher qu'ailleurs. Vous avez vu où se situe. Les bâtiments, ça demande un investissement supérieur, parce qu'il faut des charpentes un peu plus grosses, un peu plus grandes. Il faut fermer les bâtiments des 4 côtés. Les animaux restent dedans plus longtemps. Donc, ça demande quelque chose de supplémentaire. Et donc, je vais essayer de vous faire quelques propositions par rapport... Bruno, il faudra peut-être que je vous réponde. Oui. Alors, 2, il faudra peut-être que les autres prennent la parole aussi. J'ai encore 10 minutes normalement, Monsieur le Président, sur timing. Ah bon? Bon, ok. Bon. Non, mais il n'y a pas de problème. Je fais vite. Non, mais Bruno, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Parce que j'attache beaucoup de prix à ce que vous dites, puis on sent que vous êtes assez persuasif. Hein? Bon. Et comme on sent que vous avez le potentiel pour terminer ce soir. Il n'y a pas de problème. Ça, on le sent, je suis sûr de ça. Donc je vais très vite. Merci de me rappeler, parce que des fois c'est vrai que je suis un peu long, mais... non, mais vous savez, dans une période où on entend parler où certaines fortunes pourraient partir sur l'étranger, je pense qu'en France, on pourrait mettre en place une caisse de défiscalisation partielle où les fonds investis pourraient permettre d'aider des jeunes qui s'installent, notamment en zone d'élevage, à garantir une installation, à garantir un financement à l'installation. Autre point, je vous ai parlé d'incohérence. D'un côté, lors de la LMA, nous avons effectivement un amendement sur la taxation du foncier qui sort de l'agriculture, et de l'autre côté, on nous dit il faut mettre du photovoltaïque au sol. Donc, si vous voulez, là-dessus, on trouve que la logique, elle n'a pas été jusqu'au bout. Et donc, aujourd'hui, je vais vous faire part d'une mesure qui pourrait ne pas coûter cher à l'État, par contre, qui pourrait nous aider énormément sur nos exploitations. C'est qu'aujourd'hui, quand un jeune s'installe dans notre zone, régulièrement, on fait un bâtiment d'élevage pour améliorer nos conditions de travail. Et ça serait de permettre qu'avec une partie du gain de l'énergie, on puisse aider à financer ces bâtiments et à permettre à ces jeunes, eux aussi, de mettre du photovoltaïque sur leur toit et donc de se développer dans une agriculture durable. Dernier point que je voulais voir avec vous, c'est d'un côté, donc effectivement, du financement à l'agriculture et à l'installation, de l'autre, un président de la DASEA autour de la table, et puis, depuis peu, on entend dire que les financements à la DASEA pourraient disparaître. Alors, indirectement, c'est des financements à une structure agricole, mais c'est surtout des financements qui s'enlèvent pour accompagner les jeunes dehors de leur installation. Et aujourd'hui, nous, dans l'Aveyron, mais je laisserai mon président national y revenir, on ne peut pas l'accepter. Et donc, juste pour conclure, si dans l'Aveyron, même au rythme des installations qu'on a aujourd'hui, si on ne fait rien, dans 10 ans, on perd 42% des exploitants. Donc je vous le dis, ça c'est mon comptable qui me dit toujours, attention aux fausses économies. Merci. Merci Bruno. Oui, rapidement. C'est bon. Oui, rapidement, quelques mots. Moi, je placerai, on va dire, mon exposé autour de l'enjeu majeur pour la France, qui est le renouvellement des générations d'agriculture. Quand on regarde les chiffres, c'est vrai, dans les 10-15 prochaines années, la moitié des agriculteurs vont arriver à la retraite. Et derrière, c'est quoi? Derrière, c'est un mouvement d'hommes et avec un impact économique majeur. C'est comment on maintient le potentiel de production de la ferme France, qui est quand même garant d'emploi, et comment on maintient également les territoires avec tous les effets indirects sur le tourisme, enfin sur la création d'emplois. Donc nous, le travail qu'on est en train de mener, c'est de dire comment on accompagne correctement les jeunes dans leurs projets d'installation. Donc on a fait tout un travail, comme l'a dit Bruno, pour essayer de rénover tous nos dispositifs. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans des schémas cousus humains où on accompagne les jeunes dans leurs projets d'installation. Et alors c'est vrai qu'on a la loi de modernisation de l'agriculture qui est en débat. On a un peu d'inquiétude quand même sur le financement de l'accompagnement à l'installation. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre des plans de restriction budgétaire, on comprend qu'il faut faire des efforts. On a eu des amendements là qui ont été déposés, dans lesquels nous on souhaite quand même stabiliser un budget pour les jeunes, pour les accompagner en termes de formation, parce qu'avec la formation derrière, c'est quand même un gage de réussite des projets. Et en agriculture aujourd'hui, c'est quand même 95% de réussite dans les projets d'installation. Et quand on en parle avec les autres professions,
ils nous envient souvent les schémas qu'on a développés. Et nous, on souhaite les consolider. Donc, il nous faut quand même un engagement budgétaire pour garder cette politique-là. Ensuite, après, ce qui est important également, c'est de pouvoir accompagner les jeunes dans leurs projets. Et accompagner les jeunes dans leurs projets. Alors c'est vrai qu'il y a tout le financement au niveau de l'accompagnement des projets d'installation. Ça c'est important qu'on les maintienne parce que l'investissement en agriculture est quand même lourd, mais derrière ça a quand même des conséquences positives. On le voit sur un territoire, un agriculteur c'est 5-6 emplois. Donc ça permet de maintenir un territoire en place, de maintenir des emplois, voire de les développer. Et Bruno le disait, par rapport à la politique environnementale, c'est vrai qu'il faudrait rendre l'agriculteur un peu plus proacteur de cette politique-là. Et c'est vrai que sur les énergies renouvelables, il y a probablement des travaux à mener. Là, on parle du photovoltaïque au sol. Alors nous, quand on parle qu'il ne faut pas gaspiller de foncier, c'est vrai que ça va à l'encontre de nos positions. Par contre, quand on a des panneaux photovoltaïques ou de la méthanisation qui est développée sur des exploitations agricoles, qui permettent de financer en partie les bâtiments. Pour nous, c'est des choses intéressantes. C'est là où on fait un développement énergétique, on fait un contrat avec la population, puis en même temps, ça aide l'agriculteur à investir dans la production. Et voilà le genre de schéma cohérent qu'on aimerait bien construire. Et en même temps, d'économiser de l'énergie derrière aussi. Et donc, de mieux asseoir le revenu de l'agriculteur. Voilà un petit peu les schémas qu'on voulait développer. Et revenir quand même sur les grands enjeux que nous on avait définis. Pour ce siècle, on aura quand même 2 enjeux, l'alimentaire et l'énergétique. C'est quand même ça. Et je pense que la France, elle a une place importante à prendre là-dedans, notamment notre agriculture qui est forte, parce qu'on fait bien le lien entre les deux. Et face à cet enjeu de renouvellement quand même important des hommes dans notre pays, au niveau des agriculteurs, il faut qu'on ait un bon accompagnement pour qu'ils puissent développer leurs projets, qu'on arrive à les accompagner correctement dans leurs projets d'investissement. Et on vous remercie d'ailleurs aussi sur la taxe sur le changement de destination du foncier, parce que c'est vrai que ça permet, on est dans cette démarche de bien accompagner les agriculteurs ou de les réorienter quand il faut dans le cadre de leurs investissements. Et voilà un petit peu les projets qu'on voudrait développer. Et après un lien peut-être plus cohérent avec le développement sur les énergies renouvelables. Et après, il y a la question de comment on ramène des éléments de stabilité à l'agriculteur pour qu'il puisse avoir un revenu. Donc là, il y a tout le travail au niveau européen que vous portez d'ailleurs et dont on salue pour défendre le budget agricole, pour défendre quand même des régulations. Bon, ça c'est un premier travail, mais après il faut quand même défendre aussi la place de l'agriculture sur le marché européen aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on défendra le revenu des agriculteurs. La LMA est une réponse, à nous aussi d'être acteurs là-dedans. Voilà. Merci. Merci. L'agriculture est un élément stratégique de l'économie française. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. C'est parce que l'agriculture est à mes yeux aussi stratégique que le spatial, que l'aéronautique, que les nanotechnologies, que je ne transigerai pas sur l'avenir de notre agriculture. L'agriculture, ce n'est pas simplement un terroir, une identité, un aménagement du territoire. C'est un secteur stratégique de l'économie française. Nous avons la 2e agriculture du monde. C'est un enjeu essentiel. Pour préserver cet enjeu, il y a 2 choses incontournables qui sont les prix et l'installation des jeunes. C'est la même chose. Vous savez, j'ai décidé de m'engager aux côtés de notre bon ministre, très bon ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, parce que l'interministérialité et la dimension européenne et internationale des problèmes de l'agriculture font que le président de la République doit s'engager lui-même au quotidien dans la question agricole. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Les prix et l'installation des jeunes. Les prix, on en parlera. Juste un mot, Bruno. L'agriculture, est-ce qu'il doit y avoir 200 000 agriculteurs ou 500 000 ? Bien sûr, on préfère 500 000, mais la question, c'est d'avoir une agriculture viable, compétitive. Et pourquoi pas 600 000 ? N'ayons pas une vision malthusienne de l'avenir de notre agriculture. Ce qui compte, ce n'est pas si on est 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000. Si vous êtes 600 000 qui meurent de faim, ça ne vous arrange pas le problème. Et nous non plus. Donc, pour moi, mon objectif, c'est une agriculture compétitive.
qui gagnent des parts de marché. Et à partir de ce moment-là, plus vous serez nombreux, mieux c'est. Mais la base, c'est quand même le modèle économique. À mes yeux, vous n'êtes pas les cantonniers de l'Aveyron, du Massif central ou de tel ou tel territoire. C'est la question clé, elle est donc là. Un mot sur le rééquilibrage des aides, Bruno et Jean-Michel. Moi, je ne peux pas me faire attraper 2 fois. J'ai soutenu Michel Barnier quand on a fait le bilan de la PAC. On a pris 1 milliard d'euros aux autres pour vous les donner à vous, les éleveurs, et notamment les éleveurs en montagne. Bon. Je veux bien avoir des problèmes avec les céréaliers de la plaine, mais je ne veux pas en avoir avec les agriculteurs de montagne. Hein, on est clair? Moi aussi, j'ai un tempérament comme vous, Bruno. Voilà. Oui, non, d'accord, ok. Le verre, il est jamais complètement plein, mais j'apprécie aussi quand on me dit c'était courageux de faire ça. Hein? Si vous, les éleveurs, vous ne me dites pas qu'1 milliard de subventions en plus, c'est fondamental, alors moi je me retrouve face... la FNSEA et les débats au sein de la FNSEA, c'est pas moi qui les ai inventés, vous le savez. Bon, méfiez-vous parce que je me suis beaucoup investi dans les dossiers agricoles. J'en connais vraiment les contours et les détails. Bon, donc, on a retiré 1 milliard d'euros de subventions aux céréaliers, ce qu'on appelle les grandes productions, grandes cultures, pour le donner aux agriculteurs. Je ne dis pas que vous ne le méritiez pas. J'ai dit à tous les agriculteurs de France, si vous voulez qu'on défende la PAC, il faut qu'elle soit juste. Et elle n'était pas juste. Donc quand même, je dis, l'action que nous avons menée a amélioré la situation des éleveurs. Jamais facile. Enfin, il fallait quand même le faire. Hein? Et si j'ai eu des problèmes de manifestation en Île-de-France et un peu de paille autour, hein, William le sait bien, de l'Élysée, ben c'est parce que j'ai pensé à vous, Bruno. Ok. Non, mais si c'est pas pour Bruno me dire, le compte n'y est pas. Bon, hein? Parce qu'ils auraient pu mettre la paille autour de l'exploitation ici, hein? Parce que les subventions, c'est pas moi qui les ai touchées. Ok? Bon. Non, c'est pas pour être désagréable, c'est juste pour être précis. Bon. Alors, troisièmement, j'ai un point d'accord total avec vous. Un métier où les jeunes ne peuvent pas s'installer, c'est un métier qui meurt. Donc la question est incontournable. D'ailleurs, je trouve que dans le département de l'Aveyron, vous faites un boulot remarquable, parce que quand même 160 installations chaque année depuis 10 ans, c'est pas rien. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui partent. C'est vrai aussi qu'il y avait des modèles économiques chez les anciens, enfin je veux dire les très anciens, les quinquas, quoi, qui étaient pas viables. Non, mais bon, qui étaient pas viables. Mais vous avez mis en place quelque chose d'assez extraordinaire. Et quand même, l'enseignement technique agricole, qui est une pépite qu'on doit absolument garder, c'est un effort considérable. C'est 845 établissements, c'est 170 000 élèves. Ne minimisons pas nous-mêmes le modèle agricole français. Nous payons pour 845 établissements à travers la France. C'est 170 000 étudiants. C'est pas rien. Et c'est tout à fait nécessaire. Avec William, le prédécesseur de Jean-Michel, on avait signé le PPP, là. Vous savez, le plan de professionnalisation personnalisé. On a signé en 2008. Il y a quoi, à ma connaissance, 2400 jeunes agriculteurs qui en ont profité. Il faut savoir quelque chose que Bruno a justement rappelé, c'est le taux de réussite extraordinaire des jeunes dans l'agriculture. C'est fantastique. Il y a un taux d'insertion professionnelle pour un jeune qui sort de l'enseignement technique agricole de 85%. Et il y a un taux de réussite pour l'installation professionnelle de 95%. Celui qui fait l'enseignement agricole, à 85%, il s'insère dans la profession et il y reste toute sa carrière. C'est fondamental. Ça montre la qualité exceptionnelle de notre enseignement agricole. Bruno comme Jean-Michel, on n'y touchera pas. On va même le soutenir. Alors pour l'installation, on a encouragé l'installation en forme sociétaire et la recherche d'associés parce que le comble, c'est qu'il y a des tas de jeunes qui cherchent une place et il y a des tas d'agriculteurs qui cherchent un successeur. Parce que, et vous le savez très bien, et je le dis à nos hôtes, la famille Durand,
c'est pas parce qu'on est le fils d'un paysan que le fils ou la fille, il s'installera. Hein. Ça se passe pas comme ça. Il s'installera si on en a envie. Hein. Parce que pour être paysan, c'est pas simplement une affaire de tradition familiale, c'est une affaire d'envie. L'envie d'accéder à la professionnalisation, à la connaissance. Vos enfants, ils seront paysans s'ils en ont envie. Ils ne seront pas paysans parce qu'ils sont fils de paysans. Comprenez-moi. Si on n'est pas fils de paysan, on ne connaît pas. Bon. Mais ce n'est pas parce qu'on est fils de paysan que, obligatoirement, on y va. Quatrièmement, la LMA. Je suis son vote, et c'est un problème qui préoccupe également Michel Mercier et Brice Hortefeux par ses attaches régionales. J'attache beaucoup de prix à la taxe qu'on a créée sur la plus-value, sur la vente de terrains qui seront à construire. Les élus locaux sont ici, les élus nationaux également. Hein. Je le dis notamment au président du Conseil général et à Yves Sancy, à Jean Puech et à vous, monsieur le maire. Bon, ça veut dire que il n'y aura pas d'installation des jeunes si les terrains restent pas à l'agriculture ou à l'élevage ou à l'exploitation. Donc c'est la première fois quand même, Bruno, qu'un gouvernement a le courage de faire ça. Et l'argent de cette taxe, on vous le redonne. Hein, Jean-Michel le sait bien. J'ai décidé que serait, je le dis pour Jean-Michel, sanctuariser les financements pour l'installation des jeunes agriculteurs dans le budget 2011. Sanctuariser. C'est quand même grosso modo 350 millions, c'est 55 000 euros par actif, sanctuarisé. Voilà. Je l'ai dit au ministre de l'Agriculture, j'ai rendu les arbitrages sur le budget, donc on est tranquille. Deux derniers points, je ne veux pas être trop long. Bruno me parle de la défiscalisation, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec l'ISF, Bruno? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a 1 milliard d'euros chaque année d'ISF qui, au lieu de partir dans les caisses de l'État, partent pour financer des petites entreprises, des petits artisans ou des petites exploitations. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, au lieu de payer son ISF, on peut l'investir dans une société, dans une PME, qu'elle soit agricole ou non, dans un commerce, pour vous aider. Et c'est totalement défiscalisé. Alors je ne me souviens plus, je crois que c'est 100 000 euros. 100 000 euros, ça doit être quelque chose comme ça, excusez-moi, je ne sais plus. Mais enfin, c'est exactement ce que vous demandez. C'est fait et ça sera pénalisé. Alors, je n'ai pas bien compris, vous m'avez parlé de la DASEA. La DASEA. Bon, c'est la fusion qui ne vous plaît pas. Non, ce qui ne me plaît pas, c'est la diminution des financements à l'accompagnement. Bon, on va regarder ça. Parce qu'en fait, voilà, il y a l'investissement du jeune pour l'accompagner dans son projet. Oui. Toute la démarche qu'on a mis en place pour l'accompagner, c'était de lui faire des formations ciblées sur son projet pour tout réussir. Et en fait, c'est sur ces budgets-là aujourd'hui qu'il y a des engagements progressifs. Mais les prêts bonifiés, tout ça? Non. Ah bon? Non, c'est sur le financement. Président de la DASEA. L'accompagnement. Voilà, parce qu'aujourd'hui, en fait, le jeune, quand il sort du lycée, il veut s'installer. Il fait un stage de 3 jours avec des copains pour parler du projet, et après, il fait des formations et vient son projet. Et après, il développe un business plan Et qui permet ces financements qui sont remis en cause aujourd'hui. Et bon, on est conscient qu'il faut faire un effort Bon, mais je vais voir ça. Mais vous avez bien compris que l'installation des jeunes, c'est fondamental. Bon, hein. Et sur l'agriculture, je n'ai pas de capacité à céder face à nos partenaires. Voilà. Hein. Notamment sur la question de l'élevage, notamment sur la question du Mercosur, notamment sur la question de la préférence communautaire et notamment sur les questions qu'on impose à nos agriculteurs des tas de règles, ce que je comprends parfaitement, mais dans ce cas-là, il faut imposer les mêmes à la viande qu'on importe. Sinon, je ne vois pas où le consommateur s'y retrouve en termes de sécurité alimentaire. Monsieur le Président, si vous permettez, on va passer à la deuxième séquence pour la agriculture avec Dominique Taillé, président des RSA. Monsieur le Président, bienvenue chez nous, bienvenue en Aveyron.
Un département qui compte 500 000 bovins, 1 million de brebis et 270 000 habitants. Vous êtes bien dans un département d'élevage. Une conjonction particulière a fait que une dizaine de jours, Dacian Ciolos était en déplacement ici même, dans ce département. Vous-même aujourd'hui, messieurs les ministres, tous ces gens très importants qui viennent en quelque sorte nous demander notre avis, nous sommes assez flattés, mais nous gardons la tête froide. Et moi aussi, hein. Moi aussi, hein. Nous allons donc... Non, mais vous êtes, pardon. D'abord, je ne me sens pas un type très important, mais j'ai des responsabilités importantes. Alors, vous êtes inquiet, vous ne croyez pas aux promesses, vous avez un sacré tempérament, moi aussi. Mais moi, ce n'est pas des promesses que je viens faire. C'est expliquer une politique qu'on met en œuvre. D'ailleurs, vous trouviez que je ne m'occupais pas assez de l'agriculture, maintenant je m'en occupe. Donc je ne viens pas en promenade touristique. Donc la tête froide, vous la gardez, moi aussi. Je n'ai jamais la tête chaude. D'ailleurs, dans mon boulot, si j'avais la tête chaude, je ne pourrais pas le faire. Simplement, je dois aussi expliquer les choses. On est là pour aider l'agriculture, mais l'agriculture doit changer. Et c'est le discours que portent d'ailleurs les jeunes. Bon, on ne peut pas laisser la PAC dans l'état où elle est. On ne peut pas exploiter l'exploitation comme ses parents l'exploitaient. On est dans un autre monde avec un autre contexte. Bon. Et je viens, moi, tenir des réunions de travail. Je ne viens pas simplement me faire photographier à côté de l'Aubrac. Encore que ça ne me gêne pas. C'est pas ce que je fais de plus difficile. Hein? Non. Non, mais c'était pour la tête froide, ça. Voilà. Hein? Et comme en plus je vois juste, pas... et je vais poursuivre. Je suis obligé à ce stade de commencer quand même par la situation des revenus. Vous savez le choc qu'il y a eu l'an dernier sur la production laitière. La production de viande bovine subit une érodation, une dégradation des revenus continue depuis la FCO, c'est-à-dire depuis 3-4 ans. Il y a 250 producteurs de porc aujourd'hui en Aveyron, il en restera peut-être 10 dans 10 ans si les choses continuent sur cette pente-là. Quant à la production ovine, chacun sait depuis 25 ans quelle est son évolution. Face à cette crise agricole générale et sans précédent, comme l'avait dit Bruno Le Maire, la portée des plans Barnier annoncés il y a 2 ans et du PSEA annoncé à l'automne dernier par vous-même, il y a une portée qui n'est pas nulle, mais elle est partielle et limitée. Pour aller droit au but, j'ai choisi 7 mots pour 7 thèmes. Je n'ai pas la prétention de faire le tour de chaque thème, mais je donnerai quelques idées sur chaque thème pour vous démontrer d'ailleurs que nous ne sommes pas là pour appeler à un retour au passé. Et nous avons, nous aussi, une vision dynamique des choses. Les mots sont les suivants: montagne, marché, contrat, aide, régulation, export, prix. Sur la montagne, notre philosophie est simple. Nous voulons de l'agriculture partout, sur tous les territoires. D'autres alternatives existent. Certains y songent peut-être. Réserver à certaines régions plus productives, faire des zones dédiées à l'agriculture et faire, à côté de ça, des sortes de réserves naturelles. Nous ne sommes pas dans cette optique-là. Nous voulons de l'agriculture partout. En ce sens, la politique de montagne doit être poursuivie, voire améliorée, notamment à travers la reconnaissance des actifs, à travers aussi peut-être la reconnaissance de productions non ruminants, comme les porcs aujourd'hui, qui ne sont pas reconnus. Peut-être aussi à travers l'identification des produits de montagne, qui peut être une nouvelle piste. Sur le marché, certains voudraient faire de nous des assistés sociaux qui rejetteraient le marché. Nous ne rejetons pas le marché. Nous savons que le marché est là et qu'il faut s'y adapter. Seulement, si le marché est une compétition, la compétition doit être loyale.
Vous venez de le dire, s'agissant du Mercosur et des importations de viande brésilienne à des niveaux de normes environnementales, sociales ou sanitaires qui n'ont rien à voir avec les nôtres, la compétition ne peut pas être loyale. Il y a aussi des questions de distorsion intracommunautaire. Malgré 50 ans d'Europe, il reste encore des différences entre nos pays. Et je vais prendre un exemple simple. Un salarié d'abattoir en Allemagne, généralement issu des pays de l'Est, sont payés, s'ils viennent d'Ukraine, au salaire ukrainien. Un salarié d'abattoir en France est bien sûr payé au salaire français. Qui paye la différence? Ce sont les éleveurs français de porcs ou de bovins qui payent cash la différence à travers le prix. La question de la compétition loyale, ça doit aussi amener à une évolution du droit à la concurrence au niveau européen, pour que les agriculteurs puissent s'organiser collectivement pour défendre les prix sans être taxés d'entente. Sur le mot contrat, voilà un mot qui suscite bien des débats aujourd'hui, des passions. Le contrat n'a qu'une qualité, il permet de définir le prix, le volume, les caractéristiques du produit avant d'engager l'acte de production. C'est le seul mode de commercialisation qui permet cela.